Salut, c'est Théo. Bienvenue dans Swim Smart Hard, ton podcast natation, endurance et dépassement de soi. Je suis coach de natation, préparateur physique, passionné de sport d'endurance et ici, je t'aide à progresser dans l'eau et au-delà. Aujourd'hui, on retrouve Pascal pour la deuxième partie de notre échange. Et si tu as aimé la première, celle-ci va encore plus loin. On parle de sommeil, de récup, de nutrition, de son partenariat avec l'INSEP pour faire avancer la recherche, mais aussi de ce que c'est de nager 49 km non-stop, j'ai bien dit 49, de tenir debout après 900 bornes de vélo en danseuse, et on va apprendre pourquoi il les a fait en danseuse, ou de ne pas abandonner même quand tu vois des petits hommes verts. Oui, oui, t'as bien entendu. Ce que j'ai trouvé hyper fort dans cette deuxième partie, c'est le rapport mental toujours. Pascal nous explique pourquoi, selon lui, l'entraînement arrive seulement en quatrième position, derrière la tête, l'alimentation et le sommeil. Si tu as déjà fait un Ironman ou si tu rêves de passer un jour sur l'ultra, cet épisode va t'éclairer sur les vraies priorités à avoir. Et si tu es juste curieux de savoir ce que ça fait de pédaler pendant 21 jours non-stop, 21 jours non-stop, ou de courir dans une forêt américaine à bout de force, t'es au bon endroit. Et encore une fois, merci d'être là, prends une bonne inspiration, c'est reparti pour un nouveau voyage dans l'extrême. Tu parlais de l'INSEP, te suivrais aussi? Ouais. Des idées de un peu leur thématique de recherche Bah ouais, là, alors, il veut approfondir l'étude sur le sommeil, lui, Mathieu Nedelec, là, qui est chercheur donc au pôle médical de l'INSEP, parce qu'on avait bien avancé sur le dernier défi, euh, et il voudrait aller plus loin encore. Donc, j'ai dit OK, no problème. Et après, je pense que, pareil, dès qu'on va avoir une date, je vais voir avec des labos, etc., tu vois, qui ont des produits, j'en sais rien, des produits diététiques, tu vois, quitte à dire, bon, bah, je fais 10 jours avec produit, 10 jours avec ma manière à moi, et on voit si c'est pour efficace. Parce comparer que, des données. voilà, tu vois, en fait, l'idée, c'est ça. Moi, je sais que ma méthode, enfin, je sais que mon alimentation, etc., ma manière de m'alimenter et de m'hydrater, elle est fonctionnelle. Maintenant, à eux de prouver que leur truc, c'est fonctionnel, quoi. Ils vont peut-être Oui, pas c'est arriver. sûr. Et puis, la chance d'avoir ce cadre-là de 100 jours, surtout si tu es accompagné par l'INSEP et par des gens compétents, c'est, je sais, d'avoir des données, Mm. de quantifier de Ouais. façon empirique tout ça, quoi. Voilà, et moi, je suis réserviste à la Légion, et du coup, j'en ai parlé au service de santé des armées, et eux seraient prêts aussi à faire des études, voilà, sur le sommeil, la récup, enfin tout un tas de trucs qui peuvent potentiellement servir à des militaires sur le terrain, quoi, tu vois. Donc, et moi, j'ai pas de problème avec ça de servir de cobaye. Enfin, je pense que si on peut faire avancer la recherche médicale, et surtout euh, l'efficacité sur des athlètes, même qui font des distances différentes, pourquoi pas, quoi. Et d'ailleurs, je sais que les données qu'on avait recueillies avec l'INSEP sur le sommeil ont servi aux athlètes qui ont fait les Jeux à Paris, parce qu'ils, voilà, du coup, ils ont adapté le sommeil, en se disant que le sommeil récupérateur était quand même plus important, par exemple, qu'une séance de massage ou une séance de cryothérapie. Voilà, parce que des fois, les mecs, ils se couchent à pas d'heure, et ils arrivent dans le bassin le lendemain matin, ils sont râpés. Bah ouais, mais c'est bien le massage et la cryo, mais fais tes cycles de sommeil, c'est peut-être plus important aussi, quoi. Oui, oui, et j'ai jamais compris les sportifs qui sont très contents parce qu'ils font la cryo ou les espèces de pompes qui laissent Ouais. des cercles un peu partout. Oui, oui, Et à oui. côté de ça, ils dorment 3 heures par nuit, puis ils Ouais, bah dorment voilà. mal, jamais aux mêmes heures. Ouais, aucun intérêt. Voilà. Pour moi, c'est peut-être un plus, et encore. Oui, oui. Et voilà, faut que la base, elle Mais il soit faut pas solide, que ce quoi. soit au détriment de la vraie récupération. Et la vraie récupération, c'est quoi? C'est le sommeil. Sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation. Voilà, C'est point. quand même la grosse base de tout ce qui va être Ah récupération ouais, tout le reste, et c'est de la performance. philosophie. Ah, Est-ce que, comme tu sais pas dans combien de temps tu pourras faire ce défi, est-ce que tu en as un autre qui est en réflexion ou tu es focus sur celui-là? alors, ça va pas vraiment être un défi, mais je sais par exemple que cette année, c'est les 100 ans de la foire de Marseille. Et avec la Légion, enfin, en fait, il y a un gros dispositif militaire sur place. Et
le lieutenant-colonel qui est en charge du camp militaire, on va dire, sur le truc, m'a demandé de faire un défi ou d'enchaîner des trucs pour faire une démo un peu, voilà. Donc je sais qu'au mois de septembre, normalement, je devrais faire un truc genre enchaîner des petits triathlons tous les jours pendant 12 jours. Mais voilà, ça va être des trucs, nager 500 mètres, faire 20 bornes de vélo, 5 à pied, et puis faire ça, ouais, d'en faire un, se reposer une demi-heure, en faire un, une demi-heure, voilà, plus pour, entre guillemets, le show et amener du monde sur le podium de la Légion que pour la perf. Mais ça, finalement, au bout de 12 jours, ça va en être une, parce que si tu tapes 10 sprints par jour, au bout du compte, ça fait quand même une perf, quoi. Mais c'est pas, voilà, je pense que des vrais défis, enfin des vrais, ouais, trucs démesurés, tu peux pas en faire, enfin, faut pas courir 50 lièvres à la fois. Euh, et là, je bosse sur celui-là, il faut à tout prix que je le mette en place, et quand il sera en place, il sera toujours temps de penser à autre chose, quoi. D'accord. On va revenir un peu sur la natation. Euh, Est-ce que tu adaptes ta façon de nager aux défis qui arrivent? Est-ce que tu nages pareil quand tu vas faire, par exemple, un double Ironman ou un DK? Qu'est-ce que tu mets en place pour tenir sur la longueur comme ça? Alors, avant, par exemple, si je préparais un DK, bah, je faisais beaucoup plus de bornes, beaucoup plus de volume. Aujourd'hui, je vais faire pareil. Euh, Au max, je vais nager 10 bornes dans la journée, quoi. Mais c'est vraiment le grand max. Et pas spécialement avec des séries. Beaucoup de techniques, beaucoup euh, ouais, de distance, mais pas vraiment de séries, quoi. En plus, tu vois, moi, j'ai pas de créneau particulier à la piscine, donc je nage avec le public. Euh, des fois, tu as des brasseurs au milieu de la ligne, et quand je te dis des brasseurs, c'est pas des vrais brasseurs, parce qu'un vrai brasseur, finalement, il a un petit ciseau, il va pas t'emmerder. Mais les brasseurs du dimanche qui écartent les jambes comme ça et qui prennent la moitié du bassin, putain, et des fois, c'est gonflant, quoi. Donc, bah, quand ça me gonfle un peu trop, je fais 50 papes, je fais un peu de catenage, et puis en général, ça dégage de la ligne parce qu'il voit les mains qui. L'albatros. Ça approche trop? Donc, voilà, mais ouais, c'est assez chiant quand tu nages en public. Mais voilà, après, quand t'as pas de créneau, bah, tu fais avec ce que t'as. Et puis, donc, ouais, grand max, des séances de 7, 10 bornes. Mais sinon, je fais 3, 4, voilà. Oui, ben, là, l'objectif, c'est plutôt d'entretenir tout ce que tu as déjà Voilà, fait. c'est ça, ouais. Ouais, la natation, c'est un peu mon point fort, hein. Natation, vélo, c'est mes points forts. Donc, une fois que j'ai retrouvé mes appuis, que j'ai une bonne glisse, tout ça, je vais. Enfin, la natation, c'est un sport tellement technique que finalement, c'est beaucoup de boulot pour gagner peu de secondes. Donc, ouais, aujourd'hui, je dois être capable de nager une 30 de moyenne sur 10 bornes, 15 bornes. Euh, le boulot que ça se ferait pour nager une 20, enfin, ou une 25 de moyenne, enfin, c'est dingue, quoi. Ça veut dire qu'il faut refaire des séries en dessous d'une 10. Je ne sais pas si je suis capable aujourd'hui de renager 10 fois 100 mètres à une 10, une 12. Je crois pas. Donc, bon, faut rester sur ce que tu sais faire. Une 30, c'est très bien. Voilà. Et je peux te dire que dans les triathlètes qui font de l'ultra, il n'y a pas beaucoup de gens qui nagent une 30 de moyenne. Il y en a pas beaucoup. Enfin, en ouais, plus de 20 ans ouais, plus que ça, même 30 ans d'ultra, sur toutes les compètes, je suis rarement sorti plus loin que la deuxième place de l'eau, quoi. Tu vois, donc, Ouais, c'est une bonne ça va base. être un super rapide. J'arrive à tirer mon épingle du jeu. Donc, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ouais. Et donc, le plus longtemps que tu es nagé sans t'arrêter, ça, en fait, 49,4 km. 49. Les sensations quand tu te mets debout, après avoir passé Alors, un 7 petit peu kilomètres. bizarre au début, mais ça va. Ça va. Ouais. Ouais, quand tu passes d'allongé à debout. Ouais, tu as des astuces parce que c'est une question qu'on me pose souvent sur comment gérer ce passage de l'horizontalité à la verticalité.
Alors moi, je leur dis, on est sur des plus petites distances forcément, mais d'augmenter la fréquence de jambes sur les derniers 100, 200 Mhm. mètres, histoire de les réveiller un petit peu et de pouvoir. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces? Non, je t'avoue que j'y avais jamais vraiment pensé. C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé en compète de sortir de l'eau et de faire un Ouais. peu ça, tu vois. Mais, mais ouais, en règle générale. Alors, l'avantage sur l'ultra, c'est que euh, enfin, c'est pas la bagarre quand tu sors de l'eau, tu vois. Tu sors de l'eau, tu sais ce que tu as à faire, tu vas te changer tranquille. Sur un très courte distance, les mecs sortent de l'eau, bing, ils sont à peine sortis, ils sont déjà sur le vélo. Nous, c'est quand même un petit peu plus long. Enfin, tu restes facilement ouais, 2, 3, voire 4 minutes. Alors, sur un DK, c'est encore plus long. Mais sur un double, ouais, tu restes 3, 4 minutes au changement, quoi. Donc, tu as quand même le temps de retrouver tes esprits et puis de repartir sur le vélo, quoi. Ben, en vrai, je suis rassuré que mon conseil d'accélérer les jambes, ça soit pas complètement idiot. Que tu l'aies validé, ça me rassure. Voilà. Je pourrais dire que c'est approuvé par un champion du monde, Ouais. ça passe. Euh, Du coup, tu as plusieurs records du monde. Tu en as encore d'actifs ou Bah, pas? ils sont tous actifs, ouais. Tous actifs. Ouais. Alors bon, il y en a quelques-uns que j'ai rebattus moi-même après. Ouais. Mais ouais, ça tient toujours, ouais. Alors j'en ai en ultra cyclisme et en ultra triathlon. Euh, En ultra cyclisme, j'ai par exemple celui des 6 jours 6 nuits qui appartenait à un Français. Je m'y suis attaqué pour une manifestation qu'on faisait avec la Légion. Donc je l'ai battu. Je l'ai rebattu l'année d'après. Après, le mec a rebattu et je l'ai rebattu. Enfin bon, voilà. Donc il y a eu ça. Ça s'est croisé, ouais. Après, j'en avais fait un autre aussi pendant le Covid où j'avais pédalé 8700 et quelques kilomètres je sais plus, en 2 mois de confinement. J'avais refait un autre truc avec la Légion où en 21 jours, et c'est là qu'on avait fait l'étude avec l'INSEP, où j'avais virtuellement rallié le fort de Nogent, donc en région parisienne, à Cameron, puisque c'est les fêtes de Cameron de la Légion au mois d'avril, en pédalant tous les jours de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Donc j'avais un lit juste derrière mon vélo, donc je me douchais, je plongeais dans le plumard, hop, et puis à 6 heures, sur le vélo. Enfin bon, c'était un truc encore un peu couillon, mais j'avais fait, je sais combien c'était le kilométrage, je sais plus, 11 000 kilomètres, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, et puis après les autres, c'est plus typique triathlon sur X fois X heures sur 6 Ironman, 13. Je sais plus. Ouais, il y a tellement de trucs que finalement, après, tu sais même plus ce que tu as fait. Enfin, des fois, je suis obligé de regarder les coupures de presse pour me rappeler des trucs que j'ai fait ou des temps que j'ai fait parce que c'est, ça fait quand même une carrière depuis 1990. Hein, ouais, ça fait une bonne Oui, ça carrière. fait quelques records. Ouais. Du coup, tu parlais de 1000 $ pour ton titre de champion du monde au Mexique. Un record du monde, tu as une prime, quelque chose? Non, alors malheureusement. Euh, c'est pas comme la perche avec Boubka qui battait son record d'1 centimètre à chaque fois pour gagner Histoire 20 d'avoir 000 $. Nous, c'est un sport où il n'y a pas d'argent. Donc, tu payes pour participer, mais ouais, tu as juste la satisfaction d'avoir battu le record. Et puis, ça me va bien. Hein, Ah oui, non, mais voilà. c'est très bien. C'était pour comparer. Oui, en athlétisme, alors en 2023, c'était 100 000 € par record du monde battu. Ouais, tu vois. Donc, C'était plutôt pas mal. On est loin de ce Mhm. que toi, tu as touché. Ouais. Et c'est sûr que c'est impressionnant. Et est-ce que tu penses que ça va se démocratiser, cette pratique de l'ultra triathlon ou pas, ces prochaines... Alors, l'ultra se démocratise un petit peu. On le voit avant, je me rappelle à l'époque, euh, en 87, 88, quand tu disais je fais un marathon, les gens ils te regardaient comme un ouf. Tu sais, tu étais un cinglé un peu. Aujourd'hui, regarde, dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est le départ du marathon de Paris.
il y a je sais pas combien de mecs au départ, quoi. Ils se battent, ils payent 300 € d'inscription, mais ils se battent pour y aller, quoi. Donc, ça veut dire que ça s'est hyper démocratisé. Tu as de plus en plus de monde sur les 100 kilomètres, sur les trails qui font 86, 120, 130 bornes. Regarde la Diagonale des Fous à La Réunion, il y a un monde pas possible. Ils sont obligés de faire des qualifs, etc., etc. Je pense que l'ultra se démocratise. L'ultra triathlon fait encore peur quand même, quelque part, euh, parce que les gens ne se font pas confiance en fait. Les gens ont peur. Alors après, c'est vrai que quand tu annonces 38 bornes de natation, déjà, le mec il réfléchit avant de se lancer, quoi. Hein. Et puis 1800 bornes de vélo, Ouais. le gars il se dit putain, j'habite à Lille, je descends à Marseille et je remonte à Léo. Enfin bon, voilà. Donc, euh, donc ouais, ça reste des distances qui font peur. Mais il y a un petit peu plus de monde, ouais, tout doucement, ça arrive, quoi. Et À c'est quelque voir. chose où tu dis super, parce que forcément, si ça ramène du monde, ça va se développer. Ou alors tu dis, ben, on perd ce côté un petit peu cocon de la chose et l'émulation. Et puis, en début d'épisode, tu parlais justement que toi, tu étais vite allé à l'ultra pour l'ambiance. Ouais, alors, euh, moi, je pense que euh, en ultra, les gens sont plus humbles parce que quand tu es au départ d'un triple ou d'un quintuple ou d'un déca, t'es pas sûr d'arriver au bout. Ouais, tu es tout petit, ouais. Même si tu es le meilleur, même si tu es le number one, tu pars sur une course qui va faire minimum 8 jours, par exemple. Personne peut dire je serai à l'arrivée. Enfin, je veux dire, tu vois, ça n'existe pas. Donc, les gens sont plus réservés. Ils n'arrivent pas avec un bourrichon comme ça. C'est moi que v'là. Non, non. Tout le monde sait que de toute façon, c'est un peu la roulette russe. Ouais, tu prends le départ, mais est-ce que tu vas être à l'arrivée? Enfin, moi, j'ai vu sur un des cas une fois. euh, En natation, alors que c'était moi le meilleur du circuit, j'ai gerbé au milieu, enfin, je suis sorti 6 ou septième de l'eau, j'ai nagé comme une clé à molette, l'eau était trop chaude, elle devait être à, j'en sais rien, 27 ou 28 degrés, enfin, c'était la folie, quoi. Tout ça parce que la femme de l'organisateur, elle courait et elle aimait pas l'eau froide, donc ils ont chauffé l'eau plein pot pour elle, et tout le monde a été malade, quoi, tu vois. Donc bon, voilà, donc on sait jamais. Et d'ailleurs, cette année-là, j'ai même pas fini, j'ai abandonné. Donc, tu vois, pour te dire. Donc, Ouais. ouais, il faut être humble face à ça. Et c'est pour ça qu'il y a une super ambiance. Moi, j'ai vu sur un double, j'étais en tête à vélo et j'avais, je sais pas, peut-être 40 minutes d'avance sur le deuxième. Et il y a un mec qui est tombé. Le mec, pendant la nuit, il a dû s'endormir, il s'est retrouvé la gueule par terre. Je me suis arrêté, je l'ai relevé, machin, ta. Et une demi-heure après, il y a un autre mec qui a eu un problème mécanique. Je me suis arrêté pour l'aider. Ça n'existe pas sur la courte distance parce que les mecs, ils ont tous des melons comme ça, ils se prennent tous pour des superstars. Et s'il peut t'arriver une merde, ils vont juste passer et voilà quoi. Et chez nous, ça n'existe pas. S'il y a quelque chose, tous les concurrents vont s'arrêter pour t'aider parce que c'est une autre mentalité, parce que il y a la compète, mais il y a aussi le côté humain. Ouais, Et l'aventure l'humain, humaine c'est qui. toujours plus important que la compète. Je veux dire, le mec qui s'arrête Et, pas, c'est pas très correct, quoi. et on va revenir un peu sur ton abandon, parce que évidemment, c'est quelque chose que les gens, des fois, ont du mal à le vivre. Alors déjà, qu'est-ce qu'il a causé? À quel moment ça s'est arrivé dans ta course? Alors en fait, c'était mal barré déjà en natation, puisque voilà, j'avais été malade, machin. Je sors de l'eau autant bien que mal. J'attaque le vélo. Et je sais pas, au bout de 7 ou 800 kilomètres, en fait, mon cuissard était pas de bonne qualité, il était pas neuf et en fait, ça m'a irrité les fesses et au niveau de l'assise, tu sais et j'ai été brûlé au 2e degré. J'avais une pastille comme ça, en fait, j'étais brûlé, j'arrivais plus à m'asseoir, quoi et heu
Et du coup, j'ai été obligé d'abandonner. C'était impossible. On avait beau mettre de la crème, ce que tu veux, un pansement à cet endroit-là, ça tient pas. Enfin bon, et du coup, j'ai bâché à cause de ça. Et ça m'est réarrivé la même chose euh, 3-4 ans plus tard. Pareil, j'étais en tête et, et là, c'était pas enfin, c'était pas une ouverture. J'avais un espèce d'abricot qui m'avait poussé sous la fesse et j'arrivais plus à m'asseoir, quoi. Et donc, mon préparateur qui était là, diététicien, m'a dit on va soigner le mal par le mal. Dans les 24 heures qui viennent, tu manges pas et tu bois quasiment pas. C'était la folie. Pour obliger le corps à travailler. Il restait 900 bornes à faire. J'ai rapidement perdu la tête, bien sûr, hein, et là, tu peux te dire, bah, j'abandonne, quoi. Et non, j'ai dit, j'abandonne pas. Et en fait, les 900 kilomètres qui restaient, je les ai fait en danseuse. Je pouvais pas m'asseoir sur la selle. Donc, je faisais 1, 2, 3, je m'asseyais, je laissais rouler. 1, 2, 3. Donc, c'était une galère. 900 bornes comme ça, je peux te dire que ça a été une grosse galère. Et après, après, en course à pied, bah, ça allait mieux puisqu'il n'y avait plus le problème de contact, quoi. Voilà. Donc l'abandon, il fait partie de la course. Tu le vis pas toujours bien. Des fois, tu as une, comment, une poussée de lucidité pendant la course. Je pars aux États-Unis faire un double. Je sors premier de l'eau. J'attaque le vélo. Je fais tout le vélo en tête. Je pars en course à pied. La nuit commence à tomber, c'était dans une forêt aux US. Et, et là, coup de moins bien, j'étais tout seul, j'avais pas d'équipe d'accompagnement, tout ça, d'accompagnateur, tout seul. Oh, putain, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ça me gonfle, machin. Enfin, tu vois, je commence à partir en couille. Et il y avait d'autres Français qui étaient là. Et le mec, je dis, bon, allez, j'abandonne. J'avais fait quoi, 30 bornes, j'avais couru 30 bornes, il en restait 50. Ah, j'ai dit, ça me gonfle, j'arrête. Tu me dis, mais non, tu vas pas arrêter, si, si. Et puis voilà. Et puis quand c'est pas ton équipe, les mecs, ils peuvent dire ce que tu veux, tu t'écoutes pas, quoi. Je rentre dans la voiture, j'étais en tête, hein, on est d'accord, hein. Je rentre dans la bagnole, je m'allonge, je ferme les yeux, je dors un peu. Puis au bout de, je sais pas, 2 heures, je me dis, mais tu étais vraiment un connard, t'es aux États-Unis, là, t'es machin, tu t'as fait le voyage pour abandonner, c'est qu'un double. Allez, tu repars. Et je suis reparti. Donc je suis reparti, j'étais 10e, et je suis remonté, je finis 3. Mais alors que j'étais en tête, tu vois, si j'aurais pu ne serait-ce que marcher un peu, ou j'aurais eu quelqu'un de mon assistance, on aurait discuté, et hop, et je serais reparti. Et là, en fait, bah, au lieu de faire premier, je fais 3 parce qu'à un moment, dans ma tête, ça pling. Et ça arrive. Il y a un fusible qui saute et Et c'est le genre de choses que tu fais du travail de visualisation dessus en amont pour savoir comment réagir ou être le plus préparé possible, ou c'est tellement profond et tellement intense que on peut pas le préparer. non, ça, j'ai jamais préparé ça. Enfin, alors, il y a la partie psycho, comme on disait tout à l'heure, où quand je m'attaque à un truc, je sais que je vais aller au bout. Parce que tu sais aussi qu'autour de toi, bah, il y a une équipe qui, si à un moment ça va pas, ils vont te recadrer, quoi. Tu vois, voilà. Ils vont te dire, hey, pep, pep, mec, ouvre les yeux, voilà, tu te mets là, boum. Enfin, tu vois, voilà, de temps en temps, il faut que tu aies des gens qui soient capables de te mettre un coup de pied au cul, quoi, hein. Malheureusement, des Philippe Lucas, il y en a pas beaucoup. Donc, mais bon. Et puis les gens, ils osent pas des fois t'engueuler, tu vois, même si c'est tes potes qui te connaissent depuis longtemps, ta famille, ils osent pas t'engueuler parce que voilà, ils savent que tu connais ton sujet. Mais de temps en temps, ça fait du bien de se faire engueuler, quoi. Tu vois, de dire bon, oh, t'arrêtes un peu tes conneries, tu te reconcentres et c'est reparti, quoi. Et puis ça repart, hein, parce que tu sais que t'es là pour ça. Des fois, il faut une maman qui dit que t'es nul Ouais, bah en ouais, en course à gros, pied, c'est ça ça. fait du bien, quoi. Ouais. Mm. Et comment tu le vis, l'abandon? Comment t'es après? Euh, Est-ce que tu dis, tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu et je passe au prochain, ou il te faut un petit sas pour Ouais, non, il l'avaler? faut te remettre, quoi. Tu trouves, ouais, enfin, c'est toujours compliqué un abandon, quoi. C'est un échec, hein. Et l'échec, moi, j'aime pas trop. Donc, enfin, je pense que tout le monde, d'ailleurs, personne aime l'échec. Donc, voilà, il y a il y a 2 ans, 1 an et demi, je venais de finir mes 117 Ironman, tu vois. J'avais fini en mai et début juin,
on me demande de venir parrainer la montée du Ventoux avec Bernard Hinault pour je sais plus trop quel, le cancer de la prostate ou je sais pas trop quoi. Donc, je suis pas en grande forme parce que je viens de finir, tu vois. Donc, dans ma tête, j'ai déclenché. Euh, ouais, je dis, allez, je vais y aller, quoi. Et je vais y aller. Et en fait, donc, je fais les premiers kilomètres avec Hino. On monte bien, voilà. Et putain, j'avais mal au dos, quoi. Et arrivé à 12 bornes dans le Ventoux, tellement mal au dos, je dis c'est bon, demi-tour, je redescends. Rien à foutre, le Ventoux, je l'ai monté 10 fois. Enfin voilà, tu vois. Et les gens, ouais, regarde-moi ça, il est même pas capable de monter le Ventoux, le mec, il vient de me battre record du monde et tout. Mais bande de tocards. Vous vous rendez compte? Non, mais attends, tu te rends compte que tu viens de te taper 117 Ironman dans l'année, quoi. Quelque part, tu as un peu entamé ton, Ton euh, stock d'énergie, ton stock, oui. ouais. Enfin, et puis dans ta tête, ça a aussi décoincé, quoi. Et puis le mal de dos en vélo, enfin, je t'apprends rien. Quand t'as une barre dans le dos et que t'es dans le Ventoux, il faut monter, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et les critiques à la con, ouais, ça me fatigue, ça, des fois, tu vois. Sur les réseaux, avant, j'ouvrais ma gueule, maintenant, je dis rien, je les laisse, ça les amuse. Tu sais, moi, je suis bien pote avec Drucker et il m'avait toujours dit, Pascal, qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de toi, quoi. Donc, mais t'aimes jamais quand tu te fais critiquer, surtout que si tu le mérites pas, quoi. Tu vois, si t'es un gros con, bon, bah voilà, tu mérites d'être un gros con. Mais, quand tu te fais critiquer pour des conneries comme ça, tu vois, les mecs, ils sont derrière leur télé avec une binouse et un paquet de chips et ils se permettent de venir te critiquer, toi, tu vois. Donc bon. Mais après, c'est le jeu, hein, on le sait, hein. Et alors, je sais pas si pendant la course, il y a beaucoup de supporters quand tu fais tes courses, vu la durée, vu les lieux. Alors, ça dépend. Tu as des pays où c'est une vraie fête. Par exemple, en Lituanie, j'ai couru 3 fois là-bas. Euh, c'est le Tour de France. En fait, le parcours, il fait 3 km 500. C'est blindé du matin au soir, même la nuit. Après, la nuit, les mecs, ils dorment sur le bord des routes parce qu'ils sont tellement bourrés qu'ils dorment avec leur binouze à la main. Mais dans ces pays-là, ça picole un petit peu, tu vois. Mais il y a une ambiance de fou, quoi, tu vois. En fait, tu sens même pas. Enfin, sur la ligne d'arrivée, le passage de la ligne d'arrivée, c'est dans une petite côte. Enfin, il y a un petit taquet à monter. Mais le taquet, tu le montes à 40 à l'heure parce qu'il y a tellement de monde qui gueule et tout ça. Tu as des orchestres qui jouent. Enfin, c'est la fête, quoi, tu vois. Et tu as d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, où alors eux, soi-disant les rois de machin, bah, la course, elle se passe dans une forêt. Tu nages dans un lac, tu fais des allers-retours dans le lac. Enfin, c'est un peu nul. Et puis, il n'y a pas un chat, quoi. Le seul truc, c'est que tu vois une biche traverser de temps en temps, un machin, mais tu es en plein milieu de la forêt. Ouais, il se passe rien. Donc, ouais. Au Mexique, pareil, il n'y avait pas grand monde, tu vois. La boucle, elle faisait 2 kilomètres. Euh, Quelques gens qui passent par là, voilà, qui viennent faire leur footing. Ouais, donc, mais en fait, ça dépend des mentalités des pays, etc. En Lituanie, il ne se passe pas grand-chose. Donc, dès qu'il y a un événement comme ça, pour eux, c'est le Tour de France, quoi. Et l'endroit le plus fou dans lequel t'as fait une épreuve ou juste un entraînement, hein, Le plus fou, ou le plus impressionnant. moi, j'ai aimé le Japon. Parce que les routes, c'est des billards, tu vois. En France, tu as des trous partout. Là-bas, c'est un revêtement, je te raconte même pas. Tu as l'impression que tu es dans ta salle à manger, tu vois, tellement c'est lisse. Il y a une hygrométrie à 90%, je crois. Rien qu'en marchant, tu transpires. Alors imagine sur la course. Ouais, j'avais adoré le Japon. Euh, Très beau lieu. J'en ai fait partout. J'en ai fait en Équateur à 2700 mètres d'altitude. Tu commences à nager, tu n'arrives plus à respirer déjà. Tu te dis, putain, pourtant on était là déjà depuis 4 5 jours. Mais tu t'acclimates pas à l'altitude comme ça, quoi. Et après, ça va. Après, ça se décoince. Mais ouais, ouais, ouais. Des fois, tu as eu des orages. Bah, en Équateur encore, ouais. Il y a eu un orage pendant la course. La montagne qui a glissé, qui a traversé la rue. Enfin, c'était apocalyptique le truc.
Mais bon, tu pédalais, tu avais de l'eau jusqu'à ton boîtier de pédalier, tu vois. Tu pédalais dans la flotte, quoi. On aurait dit Paris-Roubaix version inondation. Mais ouais, et puis après, voilà, c'est ça. Puis c'est des souvenirs après quand tu repenses à tout ça. Enfin, tant que tu es dedans, tu repenses pas trop. Puis un jour, tu revois des photos, tu dis putain, ouais, je me rappelle de ça, c'était. Ouais, puis c'est cool, quoi. Ouais, c'est sur le moment, tu es trop dans la course pour profiter et puis te rendre Oui, compte de ce bah qui se ouais, passe. ouais, Ouais. ouais. Et oui, oui, des fois, moi, j'essaye toujours de regarder un peu ce qui se passe autour, mais souvent, c'est des circuits où tu tournes en rond, donc tu vois pas grand-chose. Et puis quand c'est des circuits en ligne, tu es concentré sur. T'es concentré. Tu vois, quand j'ai fait le Tour de France en 8 jours et 8 nuits, là, bah ouais, c'est beau, tu vois, tu traverses les Alpes, les Pyrénées, c'est beau, mais t'es tellement déchiré que finalement, tu vois pas grand-chose, quoi. Tu pédales, tu te dis vivement la fin de l'étape, que je me repose 1 heure avant d'attaquer la prochaine, quoi. Et mais ouais, la France, c'est beau, tous les pays sont beaux, en fait, donc tu te régales un peu, quoi. Et est-ce qu'il y a des défis? Tu t'es lancé dedans et puis non, tu as dit non, là c'est trop et je le fais pas. Non, alors ça m'est arrivé de dire, au bout d'une heure ou 1 heure ou 2, de dire: «Mais qu'est-ce que je fous là? Dans quoi je me suis encore embarqué?» Mais non, jamais jamais abandonné, enfin jamais avoir à l'esprit que c'est pas possible, quoi. Ah ouais, c'est sans forcément pendant la course, mais juste par exemple au milieu de ta prépa enfin au bout d'un mois où tu prépares, tu te dis non, là j'ai Non, peut-être pu non, la non, en faire un fait, peu trop haut. le 1er doute, c'est quand tu as attaqué, en fait. Ouais. Quand tu as attaqué, par exemple, ouais, pour la natation, tu te dis, tu es dans la natation, tu vois, ça fait 5 heures que tu nages et tu dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je m'emmerde là-dedans?» tu vois? Fond du bassin, il y a rien, il y a qu'une putain de ligne d'eau que tu connais par cœur, en plus, en général. Donc mais ouais, non, non, ouais, ouais, après, mais ça passe vite, en fait, une fois, voilà, tu vois, tu as ce sentiment pendant quelques minutes et puis après, tu te reconcentres dans ton truc et puis c'est parti, quoi. Tu fais le vide et tu visualises la ligne d'arrivée. Moi, c'est toujours ça, je visualise la ligne d'arrivée et puis, et après, il y a que la ligne d'arrivée qui m'intéresse, quoi. Ouais. C'est quoi ton repas que tu fais? Le premier repas que tu fais après justement avoir passé cette ligne d'arrivée? Est-ce que tu as Alors, ça dépend, parce que des fois, sur des trucs longs comme ça, tu as des envies. Tu vois, tu te dis: «Putain, j'ai envie de ça ou j'ai envie de ça», mais le problème, c'est que souvent, tu as tellement envie de quelque chose que quand, ça arrive, tu te dis: Ouais, bon, finalement, bof, quoi». Mais ouais, non, j'ai pas de repas type, en fait, ça va dépendre des circonstances, tu vois? Ça pourrait très bien être une pizza, parce que, voilà, tu t'es tellement privé que tu peux bien te bouffer une pizza. tu l'as mérité? J'aime bien le couscous en général comme plat de récup parce que dedans tu as des légumes, de la semoule, voilà, c'est un très bon plat. Faut pas abuser de la merguez, mais mais sinon c'est plutôt pas trop mauvais en termes de récup et voilà quoi, ouais, faut essayer de se faire plaisir, mais souvent tu es tellement cramé que le repas qui suit le truc, tu as tendance à piquer du nez, Ouais, tu m'étonnes. Mais tu parlais de se faire plaisir et j'ai remarqué que les gens qui ont des projets sportifs aussi longs comme ça, sportifs ou non, hein, c'est sans doute ce qui fait que le projet aboutit, c'est justement de garder ce bon équilibre entre, je me prive parce que, il faut que je sois sérieux quand même, il faut que je progresse, mais aussi il faut que j'arrive à me donner du plaisir parce que sinon je vais pas durer. Comment faire elle gère cet équilibre-là? Oui, bah oui, il faut alors, le plaisir, c'est essentiel. Alors je dis ça, mais encore une fois, tu vois, je refais une petite aparté sur la psy. Heu, des fois, quand elle me dit: «Mais pourquoi vous faites pas du sport juste pour le plaisir?» Mais parce que moi, enfin, c'est pas C'est du ça ton plaisir, plaisir. tu vois? Moi, de me lever le dimanche matin pour aller faire du vélo avec les potes, 50 bornes, c'est pas du plaisir. Moi, j'ai besoin comme je disais, de me défoncer, quoi et je lui ai dit à la psy: «Moi, j'ai besoin de m'arracher la gueule, de rentrer déchenillé, voilà, là, j'ai fait quelque chose» et elle me dit: «Oui, mais vous avez perdu la notion de plaisir». Ah ouais, mais moi, mon plaisir il est dans la souffrance, enfin, tu vois? Dans le
dans le dépassement de soi, L'accomplissement de tout ce que tu ouais, fais. dans l'accomplissement de quelque chose. Et donc, des fois, c'est vrai que quand je pars à l'entraînement, c'est pas toujours un plaisir. Tu vois, l'autre fois, on est allé nager avec ma copine et on arrive devant la piscine. J'y fais, putain, j'y vais parce que c'est la mode, quoi, tu vois. Mais j'avais pas plus envie que ça. Et finalement, une fois que je suis dans l'eau, après, ça va. C'est comme le vélo. Des fois, j'ai pas envie. Je dis, bon, allez, une fois que je suis sur le vélo, bah, ça y est, c'est parti. Le plus dur, c'est d'y aller, en fait. Enfin, tu vois, de t'y mettre. Bah ouais. Après, bon, après, tu retrouves tes sensations, tu retrouves tu commences à refaire un peu d'endorphine, voilà, et tu retrouves un peu de plaisir, de bien-être. Mais des fois, c'est chaud pour y aller, quoi, hein, tu vois. Dire, putain, je prends ma bagnole, je vais à la piscine. Euh, ça fait pas mal de temps qu'on discute. Quel conseil tu donnerais à un triathlète qui vient de faire son Ironman, qui apprend ce qu'est l'ultra Ironman peut-être en écoutant cet épisode? Euh, Quel conseil tu lui donnerais, non pas pour l'inciter à le faire, mais pour qu'il puisse faire le choix qu'il veut? Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Euh, Il levait depuis tôt ce matin. alors, moi, je dirais, tu vois, je dirais aux gens toujours, faites-vous confiance. Euh, Souvent, il y a un mec, il va dire, ah bah j'ai fait un Ironman, mais je pourrais pas faire un double. Mais bien sûr que si, tu pourras faire un double. C'est comme le mec qui a couru un 10 bornes et qui dit, je voudrais faire un marathon, mais je suis pas capable. Mais si tu as fait 10 bornes, tu peux faire 21. Si tu as fait 21, tu peux faire 42. Et ben si tu as fait un Ironman, tu peux faire un double, voire même un triple. Le truc, c'est juste de se faire confiance. En fait, il faut croire en soi. Il y a plein de gens qui croient pas en eux. Euh, Ils ont envie de faire quelque chose, mais ils ont peur. Mais la peur, alors déjà, la peur évite pas le danger. Et puis, quand tu as nagé 3,8 km, tu peux nager 7,6 km. Enfin, je veux dire, c'est 2 heures dans l'eau, quoi. Enfin, pour un bon nageur, hein, bon. Un moins bon nageur, il va y passer 2 h 30 ou 3 heures. Mais, enfin, voilà, le vélo, 360 bornes. Quand tu as fait 180, tu peux faire 200. Si tu as fait 200, tu peux faire 250, etc. Donc, après, c'est juste psychologique. En fait, souvent, les gens, ils se mettent des barrières et on dit bien que les seules barrières qui existent, c'est celles que tu te mets. Et moi, je m'en mets pas. Tu vois, je me dis, ah tiens, je vais faire ça. Et après, je me dis, putain, c'est hard quand même. Ah ouais, mais pas de barrière, on y va, fonce. Et voilà. Et en fait, c'est ça le truc. C'est toi qui te bloque à quelque chose. C'est toi qui te bloque à une distance, dans le boulot, c'est pareil. Les gens, ils disent, oh ben non, je suis pas capable. Mais si, tu es capable, pourquoi? Ah, je voudrais bien apprendre une langue, mais je suis pas capable. Et pourquoi t'es pas capable? Bosse un peu, tu vas voir, c'est pas compliqué. Et après, il dit, ah bah ouais, tu vois, t'avais raison. Bah oui, je sais que j'avais raison. Donc en fait, croyez en vous, faites-vous confiance et laissez personne vous dire que t'es pas capable, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Surtout Surtout, celui qui va te dire que t'es pas capable, c'est que lui, il est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, en général, ne pas hésiter à se focaliser sur ce qu'on a déjà fait pour remettre en perspective sur ce oui, qu'on ouais, c'est pourrait ça. faire demain, quoi. Ouais, ouais, j'ai été capable de faire ça. J'ai fait un Ironman. Dans quel état je suis arrivé? Est-ce que je suis arrivé complètement rincé? Ou est-ce que finalement je suis arrivé, bah, j'en avais encore sous la soquette? Bah, si j'en avais encore sous la soquette, c'est que je peux encore continuer. Donc voilà. Après, ouais, et tous les gens que j'ai croisés, qui ont fait du double, du triple, etc., qui se sont mis à l'ultra, bah, ils ont dit, bah ouais, finalement, c'est pas, ouais, bah ouais, c'est pas si dur que ça. Tu vois, là, je suis un mec sur TikTok, là, je suis tombé dessus par hasard. Il se lance, c'est son premier DK, là. Il va faire un DK au mois de juin, je crois, à Colmar, là. Il a fait un triple l'année dernière. C'était son premier. Il a fait un podium. Il s'est dit, oh, bah c'est bon, allez, je me lance, je vais faire un DK. Bah, tu vois, du triple au DK. Parce que le mec, il se fait confiance, parce qu'il se dit, bah, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc j'y vais, on fonce, on verra bien. Au pire, il va faire quoi? Il risque quoi? Un échec? Non, parce que sur un DK, finalement, tu as 18 jours pour faire un DK. Alors ça se gagne en 8 jours, mais tu peux très bien le finir en 12 jours. Tu vois, tu te dis, bon, aujourd'hui, allez, je vais faire 10 heures, 12 heures d'effort. Si tu fais 12 heures d'effort et que tu dors 12 heures, c'est facile de faire un DK, quelque part. Ouais. Alors c'est sûr, ce qui est dur, c'est de dire, bah, je le fais, mais je dors que 2 heures par nuit parce que je vise le podium. Voilà, c'est pas pareil. Mais si tu le fais pour le faire,
bah, tu peux très bien te dire, bah, allez, je fais 12 heures d'effort par jour et je dors 12 heures. Tu gères ton truc, quoi. Et à ce triathlète qui veut se lancer dedans, dans l'ultra Ironman, selon toi, c'est quoi le plus dur? Qu'est-ce qui doit le plus travailler? Alors, bah, on en a parlé tout au long du podcast, hein. La diététique, faut pas se rater. Le sommeil, faut pas se rater. Et après, l'entraînement, je positionnerais ça en troisième position. Mais pour moi, euh, dans l'ordre, numéro un, la tête. Numéro 2, la diététique. Numéro 3, le sommeil. Numéro 4, le sport. Parce qu'il y a une base déjà de... Bah, bien sûr, Voilà. parce que on l'a dit tout au début du podcast, euh, le cerveau et le corps ont une mémoire. Et à partir de là, si tu as été capable de faire un Ironman, ton cerveau, il sait que tu es capable et il est capable de t'emmener au-dessus. Après, à toi de gérer les autres points, quoi. Et les autres points, c'est diététique, psychologie, sommeil. Alors, sur un double, il n'y a pas de sommeil, hein. Sur 24 heures, tu dors pas, hein. Même sur un triple, moi, j'ai fait des triples. Un triple, c'est 35, 36 heures, tu dors pas. Tu enchaînes tout, voilà, quoi. Celui qui dort, et hop, et il saute, il est plus dans les 10, hein. C'est fini, t'as pas le temps. On n'a pas le temps. Ça va vite quand même, hein. Sur un triple, des fois, les mecs, ils disent, ah bah ouais, mais ah ouais, vous êtes des. Une fois, on m'avait dit, oui, les ultras, vous êtes des tondeuses à gazon. Ouais, mon pote, tondeuse à gazon. Sauf que voilà, sur de la courte distance, on peut aussi aller vite, quoi. Oui, Alors plus aujourd'hui, parce que j'ai plus 20 ans, mais ouais, on est aussi capable d'aller vite, quoi. Je veux dire, un mec, tu lui dis, ouais, t'es une tondeuse à gazon, tu nages sous la minute, quelque part, c'est une bonne tondeuse, hein. ouais, t'es une bonne tondeuse, ouais. Donc bon, c'est les Et mauvais. sur... alors là, c'est un peu décousu pour la fin, mais est-ce que tu t'alimentais, tu buvais pendant que tu nageais Ouais, ou pas? oui, oui, Et oui, ça, parce que alors, si oui, ça se passait comment du coup? alors en fait, souvent sur un DK par exemple, euh, on nage en piscine pour des raisons de sécurité. Ouais. Donc, bah, t'as ton bidon, enfin, t'as ton équipe au bout du bassin et tu t'arrêtes quand tu veux pour boire. Alors, moi, au début, je m'arrêtais toutes les heures pour boire une ou deux gorgées, manger un petit bidule. Euh, et, euh, et après, plus le temps passe, plus je réduis. Et après, je passe à 45 minutes et après, je passe à 30 minutes. Voilà. Et toutes les 30 minutes, je m'arrête, je bois un coup, je mange un morceau et je repars, quoi. En général, je m'arrête 1 minute, 2 minutes, grand max. Parce que après, si tu t'arrêtes trop, t'as plus envie de repartir, hein. Donc, euh, donc voilà. Mais sur un double, je m'arrête pas, je bois pas, je mange pas. Sur un triple, oui. À partir de triple, ouais. Mais jusqu'à, tu vois, 2 heures. Un double, je nage en dessous de 2 heures normalement. Je mange pas, je bois pas. Ouais. C'est toi qui comptes les longueurs? Non, non. Enfin, moi, je les compte parce que ça m'occupe, ça me passe le temps. Euh, mais il y a des gens qui sont là sur le côté de l'organisation, qui sont là et qui comptent. Il y a une espèce de panneau et à chaque fois que tu fais 50 mètres, il tourne le truc et comme ça, au fur et à mesure, tu sais où t'en es. Enfin, moi, je regarde pas, mais si tu t'arrêtes pour manger ou pour boire sur du très long, tu le vois, quoi. T'as le temps. D'accord. Quelqu'un qui veut faire un double, comment il s'inscrit comment? Enfin, Bah, en fait, il va sur le site de la IUTA, là. Il tape Fédération d'Ultra Triathlon. Donc, il va se retrouver sur le site de la IUTA. Et là, il y a toutes les courses que la Fédé valide sur l'année. Donc, il n'y en a pas 50, hein. Il doit y en avoir 6 ou 7, peut-être 8, je ne sais pas, cette année. 6 ou 7 Euh, en France ou alors, il y en a, partout? je crois que cette année, il y en a une ou deux en France. Et tout le reste, c'est à l'étranger, quoi, hein, D'accord. voilà. Et puis après, bah, tu demandes tu télécharges le bulletin d'inscription et tu proposes ta candidature, quoi. Alors, suivant les courses, il y a plus ou moins de places.
Je crois qu'en général, quand on nage en piscine, c'est 50 mecs, pas plus. 50 athlètes, pas plus. Et quand c'est en lac, il peut y avoir un petit peu plus de monde. Sur un double en lac, c'est ça, c'est assez sympa, quoi. Ouais. Et quels sont les critères pour choisir qui tu disais qu'il fallait poser sa candidature, c'est quoi les critères, sur quoi ils se Alors, basent? sur un double, il n'y a pas de critères. Enfin, si, je pense que si t'as fait que de la courte distance et que tu veux te lancer, ils vont peut-être pas te prendre. Mais si tu as fait au moins un Ironman, c'est bon. Voilà, et que ton certificat médical est valide, c'est tout bon. Ouais. Pas besoin d'avoir Non. les 10 000 followers. Non, ouais, non, non. Ah non, 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 ça, non, non, ça. Non, ça, la Fédé joue pas là-dessus. Eux, ils en ont rien à foutre. Il y a que les sponsors qui jouent là-dessus. Et encore, juste en France. Parce que j'ai vu des mecs dans des pays, ouais, Russie, Lituanie, Lettonie, etc. Tous ces pays-là, le mec, il est numéro 10 mondial, il a plus de sponsors que toi qui est numéro 1 mondial, quoi, tu vois. Parce que c'est des pays qui savent ce que c'est que les gens qui se dépassent, etc. Nous, en Oui, France, qui valorisent ça, oui. ouais, en France, c'est pas dans notre mentalité. Quand tu dis je fais du sport, déjà, les gens croient que tu es malade, donc c'est compliqué. Quel conseil, maintenant que tu as toute cette expérience, quel conseil tu te serais donné à toi qui te lance dans le 30 heures pour le Téléthon? Quel conseil je me serais donné? Moi, je crois que je me serais dit, change rien, tout va bien comme ça, quoi. Non, je crois que à peu près, j'avais fait à peu près les bons choix. J'ai fait une hypo en vélo, enfin à la fin du vélo, que j'ai payé en course à pied, mais c'est de ma faute parce qu'en fait, il faisait très froid. Il avait même neigé durant cette nuit-là, c'était au mois de décembre. Et il faisait tellement froid que j'avais des moufles et j'arrivais pas à passer mes moufles dans ma poche arrière. Et du coup, je mangeais pas à vélo. Et au bout de 10 heures, je l'ai payé, quoi. Ouais. J'ai fait une hypo, je suis parti à pied, je voyais des petits hommes verts. Et normalement, sur une hypo, les gens, ils abandonnent, quoi. Et là, le Toubib, enfin, tout le staff, j'avais un gros staff à l'époque, tout le monde m'a dit, allez, tu manges. Donc, j'ai bouffé. J'ai des photos encore aujourd'hui de ce jour-là où je suis en train de manger une part de flan, où je suis complètement à l'ouest, quoi. Et j'ai bouffé une part de flan, j'ai bouffé plein de trucs sucrés, du coca, machin. Et tout de suite, ils m'ont refoutu dehors. Ils m'ont dit, allez, tu marches jusqu'à ce que le sang rediffuse, tu vois. Ouais. Et ils m'ont dit, tu verras, dans 3/4 d'heure, 1 heure, ça va être bon et tu pourras recourir. Et donc, j'ai laissé passer l'orage. Et après, j'ai repris à courir et j'ai fait 91 bornes, je crois. Donc, du coup, sur les 10 heures, quoi, dont 1 heure en marchant. Donc, j'avais un peu rattrapé le truc, quoi. Tu as parlé beaucoup en début d'épisode du fait que tu étais non-nageur. Mm. À quel moment tu as réussi à dire que tu étais nageur? Parce que je pense qu'on peut dire que tu es nageur vu tout ce que tu as nagé. Est-ce qu'il y Oui, a un moment maintenant, je pense. charnière? En fait, alors oui, effectivement, enfin, quand je disais j'étais non-nageur, c'est que, tu vois, je suis arrivé à l'armée, j'avais jamais appris à nager, et, euh, et, et je me suis retrouvé à faire une compète avec le régiment, où c'était un relais sur 50 mètres, et en fait, je fais le meilleur temps du relais, quoi. Tu vois? Et là, je me dis, merde, pour un mec qui a appris à nager tout seul, c'est plutôt pas trop mal. Et, et en fait, je me suis considéré à peu près nageur euh, quand sur mon premier triple, je sors deuxième de l'eau, quoi. Tu vois, 11 bornes, je sors deuxième de l'eau en euh, 3h02, je crois, un truc comme ça. Ça fait 3,8 de moyenne. Là, j'ai commencé à me dire, Ouais. tu nages un peu. Après, j'ai nagé en club, je suis passé sous la minute. Bon, je me considérais pas comme un vrai nageur parce que je sais que j'ai encore des défauts. Enfin, je veux dire, si tu te mets sur le bord du bassin et que tu me regardes nager, tu vas me dire, Pascal, il y a ça, ça et ça à corriger. Voilà. Mais comme je suis tout seul et que je me débrouille par moi-même et que tu peux
tu peux sentir, enfin, tu peux voir tes défauts que si tu te vois en vidéo. Tu vois, quand il y a une télé qui fait un reportage, que je vois le truc, je dis, oh putain, là, mon bras, tu vois, voilà, je les connais, mes défauts. Le problème, c'est que quand tu les vois pas, bah, tu peux pas les travailler, c'est pas possible. Ouais, oui, Il faut les voir, enfin, il faut te voir nager ou que quelqu'un te voit nager pour te dire, bah, ton bras, là, il est pas assez détendu, tu sors trop le bras tendu, tu vois, et pas un truc comme ça. Voilà, je sais. Et puis peut-être que avec l'âge, tu perds aussi un peu de souplesse, tu vois, ou avant, bah, t'avais hyper, tu vois, avant, je prenais mes mains, je passais derrière, tout comme ça, sans les lâcher. Aujourd'hui, je le fais plus. Enfin, je pourrais peut-être encore le faire, mais si je me fous une épaule en l'air, peut-être pas un bon truc. Donc voilà, donc je sais que quand je nage, peut-être que le bras, il sort peut-être un peu trop au-dessus alors qu'il devrait sortir détendu. C'est pour ça que je fais beaucoup d'éduc où je m'oblige voilà, à travailler plus la vélo. place de l'épaule et la récupération du bras. Ouais. Quel conseil tu donnerais, toi qui as appris tout seul et entre guillemets un peu tard, à justement un adulte qui soit ne sait pas nager, soit est pas à l'aise dans l'eau, pour commencer à apprendre? En dehors de prendre une visio avec moi, histoire qu'on échange et qu'on suive, enfin un accompagnement, hein, mais Bah, je dirais nage, nage et renage. En fait, il n'y a que ça. La natation, c'est un sport hyper technique et il faut en bouffer. Autant la course à pied, machin, voilà, t'es pas obligé d'y être tout le temps. Autant la natation, au début, il faut en faire beaucoup et il faut avoir quand même quelque part quelqu'un sur le bord qui te regarde et qui te dit, voilà, et ça va pas, fais ça. Enfin, travaille la technique, quoi, tu vois. Et tous les gens à qui je donne des conseils, euh, tu vois, ma copine, elle nage beaucoup. Heu, mais elle a des petits défauts, voilà, donc j'essaye de lui faire, tu vois, j'y ai mis un pull boy entre les jambes et je lui ai dit: «Fais de la technique». La pauvre, j'avais l'impression que je l'achetais avec un caillou sur le dos, tu vois? Parce que quand tu as pas l'habitude d'avoir un pull boy déjà, c'est hyper bizarre de le tenir. Tirer ton bras, enfin, relâcher ton bras. Les gens pensent toujours que c'est au-dessus que ça se passe, mais non, la natation, c'est en dessous que ça se passe et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. Au-dessus, on s'en fout, c'est dessous que ça se passe. Donc là-haut, c'est que de la récup, c'est le mouvement, il est en bas. Enfin voilà, donc il faut ouais, je pense il faut, travailler et travailler et puis ça vient vite en fait, je pense que tout le monde peut nager bien, enfin, à condition de suivre, le bon déroulé, quoi. C'est pas brûler les étapes, faut pas vouloir, je le dis souvent, hein, faut pas savoir courir, enfin, faut pas vouloir courir avant de savoir marcher. Bah, en natation, c'est pareil, ça sert à rien de vouloir aller vite si tu n'es pas capable de nager doucement. c'est tout à fait ça. Donc le lien est en description pour ceux qui veulent faire une visio pour échanger justement là-dessus. C'est avec plaisir. Tu parles justement d'un déroulé. Comment toi tu le jalonnerais? De quoi, un déroulé natation? Un déroulé natation, les deux, trois étapes, par exemple, quelqu'un qui est en phase soit d'apprentissage, soit de début de perfectionnement, qui te demande, bah voilà, c'est quoi mes différents blocs que je dois travailler, respiration, ou qu'est-ce que toi tu lui dirais? Alors moi, ouais, en général, quand je fais bosser les gens, beaucoup de techniques, beaucoup de travail d'hypoxie pour être capable de nager 3 temps correctement. Et ben, si tu nages à 7 temps, bah, c'est parfait. En fait, 3 temps après, ça devient facile. On dit toujours, hein, enfin, entraînement difficile, guerre facile. Bah, en natation, c'est pareil. Il faut aller chercher les trucs. J'obligerais, je vois beaucoup de triathlètes qui nagent à la piscine là. J'obligerais les gens que j'entraînerais à faire la bascule. Tu vois, là encore, je prends l'exemple de ma copine, elle savait pas enfin, elle basculait pas, elle touchait le mur, elle repartait, machin. Elle nageait 2 bornes à chaque fois, mais sans basculer. Bah, j'y ai appris à basculer. Elle va me dire: «Bah, c'est vachement plus facile, puis je vais plus vite». Bah oui, c'est normal, tu perds pas de temps à toucher le mur, à te retourner, machin, hop, enfin, il y a des trucs qui sont donc moi, dans le travail, c'est beaucoup de techniques, hem les fondamentaux, la bascule, la reprise de nage, le menton collé et cetera. Enfin bon, ouais, les basiques pour économiser du mouvement. Moins tu vas faire d'efforts, plus tu vas nager sobrement et cool, quoi. Donc voilà,
une bonne poussée contre le mur, les mains derrière la tête, menton rentré, tu glisses jusqu'à la ligne des 5 mètres, bah, c'est mieux que si tu pousses et que tu es au bout d'un mètre, Ah tu as ouais. la tête dehors, quoi. Tu as gagné 2 mouvements déjà. Mais j'étais invité dans le podcast de Bertrand Soulier, Kilomètre 42, pour la Ouais. natation. Et il me demandait quels étaient les indicateurs qu'on pouvait suivre en natation. Moi, je lui dis, le seul qui vaut vraiment le coup, c'est le nombre de coups de bras qu'on fait par Bah, longueur. voilà. Mmh. Parce que moins t'en fais, plus ça veut dire que ta nage, elle est efficace. Ah. Donc c'est mieux. Donc c'est sûr que je peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire. Très bien. Je crois qu'on a fait un bon tour, Ouais. un très beau tour. C'était passionnant. Et est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux auditeurs pour essayer de faire un peu la lumière sur ton sport qui est malheureusement sous-estimé et... Bah, quoi leur dire? Je sais pas, intéressez-vous, essayez de ouais, sortir des sentiers battus un petit peu, on a l'habitude de voir toujours la même chose, jugez pas sans savoir, essayez de voir et l'endurance, c'est spécial, mais c'est super sympa en fait, ouais, c'est un défi. En fait, chaque course, chaque truc qu'on va faire, c'est toujours un défi et une remise en question permanente et ça, c'est super. Donc intéressez-vous à ce genre de choses, heu et vous verrez que l'endurance et l'ultra-endurance, c'est aussi intéressant que la courte distance et la défonce sur 1 heure, quoi. Ouais, alors c'est sûr, ça demande moins de temps, mais c'est sympa aussi, quoi. J'ai l'impression que quand c'est des, entre guillemets, courtes distances, c'est des efforts courts, tu as peu de potards qu'il faut mettre à fond et que plus tu vas être en endurance ou en ultra-endurance, plus tu vas avoir de potards différents et plus il faudra être précis sur les niveaux avec lesquels jouer. Et je trouve que c'est ça qui me passionne là-dedans, c'est cette complexité-là. Et est-ce que Ah tu ouais, es ouais, d'accord non, avec mais cette analogie? quand tu fais du court, bah, tu es à bloc en natation, tu es à bloc à vélo, tu es à bloc à pied. Là, il y a pas d enfin, tu réfléchis pas, tu mets tous les potards en haut et en avant, quoi. En ultra, tu peux pas avoir les potards toujours à bloc. Alors tu vas gérer tes points forts, heu, avec les potards le plus près possible du haut, mais tu peux pas être à fond en haut et sur ton point le plus faible, parce qu'en général, on a une discipline qui est un peu plus faible et bah, tu vas t'amuser avec ton potard justement pour essayer toujours, de flirter avec ce que tu peux faire de mieux, quoi et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Voilà, il y a je le disais, hein, il y a plein de paramètres qui font que, c'est jamais gagné d'avance, quoi et c'est ça qui est sympa. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que c'est une bonne phrase pour finir. Un grand merci pour ton temps. Avec plaisir. J'avoue que j'aurai encore plein de questions, mais je vois l'heure qui défile. Et au plaisir de te revoir. Et j'étais sérieux, si tu as besoin d'un quelqu'un pour faire un Ironman quand tu le feras, avec plaisir. Et dans tous les cas, j'essaierai de m'incruster pour visiter ça de l'intérieur Ah, ce lors sera de avec plaisir. Je manquerai pas de et te le dire. Et quand je reçois un invité, ça me permet de faire un peu de pub et d'essayer de faire grandir ce podcast. Je pose toujours la même question. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu me conseillerais d'inviter sur le podcast pour faire un épisode intéressant et avec qui tu pourrais me mettre en contact surtout? Alors, en fait, ça dépend ce que tu veux, comme profil. Ah, je peux en avoir plusieurs. Je suis ouvert. C ouais, ça dépend ce que est-ce que tu vois, par exemple, je pense à quelqu'un, une jeune nageuse là, jeune, dont d'ailleurs je t'en ai parlé au début, qui a un niveau national. D'ailleurs, je crois qu'elle est numéro un française sur 400 nages libres, un truc comme ça, tu vois? Déjà à 12 ans. Ça peut être intéressant. Après, ça Oh. peut être d'autres profils plus ouais, plus âgés, je veux dire. Moi, je suis ouvert à tout déjà parce que j'aime rencontrer des gens et parler de natation. C'est un vrai kiff et j'aimerais bien passer à une interview par semaine donc je suis ouvert, la nageuse, c'est effectivement, ça peut être intéressant et
c'est un point de vue qu'on n'entend pas souvent. Ouais, bah oui, parce qu'en Les fait, jeunes elle qui nage nagent. pas depuis très longtemps et c'est vrai que le point de vue d'une jeune nageuse comme ça peut être, enfin, ou d'un jeune nageur, ça peut être assez sympa de voir comment ça se passe pour eux qui finalement découvrent la natation, les compètes, etc. Alors, il y a moins de vécu, mais en fait, il est tout frais et je pense que ça peut être intéressant. Donc, si elle t'intéresse, tu me dis et puis je te mets en contact avec Chloé, donc qui est la fille de ma collègue et qui est une très très bonne nageuse en devenir, je pense. Eh ben, avec plaisir. Ça serait top et on s'échange tout ça. Je mettrai en description différents liens, donc notamment des différents réseaux. Et puis encore un grand merci. On a parlé de plein de trucs. C'était passionnant. Et, euh, et j'espère à très vite. Ok, bah avec plaisir. Salut Pascal. Salut, Merci à tous. ciao.